les gens, j'ai fait quelque chose sur l'individualisme récemment. Oui, Les oui, gens ne réalisent pas à quel point ils sont peu originaux, peu maîtres tout à fait. d'eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement individualistes qu'ils sont uniquement capables de percevoir ce qui les touche directement. Ils sont même incapables de pouvoir prendre de la distance face à eux, d'être critiques face à eux et de se demander où est-ce que je m'en vais, quelle Oui, oui, c'est direction ça. je prends, parce que, par définition, la direction qu'ils prennent, qu'ils l'aient choisie ou qu'ils se laissent porter par le flot, c'est la bonne. C'est ça. Et puis, les gens ont le sentiment d'être très singuliers, alors que ça n'est que de l'apparat. C'est-à-dire que parce qu'ils portent des chaussures rouges et pas vertes, ils ont l'impression d'être différents. Mais tout ça, c'est du look. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu penses? Et là, quand on pose cette question, quand on y répond, on est halluciné parce qu'on se rend compte que la plupart des gens pensent la même chose. Ben Pour moi, il y oui. a un moutonisme qui n'a peut-être jamais été aussi fort. Je pense vraiment que cette dictature gauchiste et antiraciste, elle est puissante parce qu'elle jamais une dictature avait réussi à faire penser à autant de personnes en même temps la même chose. Et on le voit en particulier sur le peuple blanc, parce que, à ma connaissance, le peuple blanc est le seul aujourd'hui à voter contre ses intérêts. C'est ce qu'il faudrait que, je ne sais pas si tu as encore des gens de gauche qui te suivent, il faut bien comprendre que quand tu mets, c'est jamais, Sûrement un mec pas. perdu, un mec perdu, mais, ou alors le faire comprendre, si vous votez à droite, faites-le comprendre à vos amis qui votent encore à gauche, quand un homme blanc met le bulletin PS en France, je ne sais pas quel est le parti de gauche au Québec, quand il met ce bulletin-là, en fait, il vote contre lui. Tu comprends? C'est quand même un processus assez fou, quoi. Voter pour quelqu'un qui va contre tes intérêts. Aujourd'hui, en France, quand tu votes pour le Parti socialiste, tu votes pour un pays, tu votes pour un parti, excuse-moi, qui augmente les impôts, c'est-à-dire qui te fait travailler davantage, tu gagnes moins, et l'argent va euh, euh, à l'assistanat social. Tu comprends? Oui. Donc, les Français travaillent pour que les Noirs puissent habiter dans des HLM et s'y reproduire. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Et donc, rien que ce fait devrait faire comprendre en fait aux gauchistes que ce sont des névrosés, parce que tu ne peux pas aller contre ton peuple, tu vois. Et donc, la dernière mutation du gauchiste, c'est l'antifa. C'est-à-dire que l'antifa, il a conscience, l'antifasciste, il a conscience que son militantisme nuit au peuple blanc et il en est content. Tu vois, ça c'est vraiment la fin de race totale. Ouais. C'est-à-dire, l'antifasciste, il va falloir que tu travailles au corps pour qu'il l'admette, mais il finira par admettre en dernière instance que ce qu'il veut, c'est la disparition par le métissage, notamment, donc la dilution de ses gènes et de son héritage de blanc qu'il considère comme le responsable de tous les malheurs humains. Voilà. Alors que si on regarde objectivement, si on fait le bilan entre les morts que les Blancs ont causées, Mhm. directement, indirectement, par proxy, peu importe, mettons-les tous, toutes sur notre dos. On met ces morts-là d'un côté et le nombre de vies qu'on a permis par la Bien sûr. pénicilline, par les progrès médicaux, par les progrès en agriculture, en élevage et tout ça, le bilan est plutôt largement positif, non? Tu touches à un point fondamental. Tu sais que la démographie en Afrique aujourd'hui, qui est colossale, donc la natalité, la survie des enfants, elle est liée à quoi? Elle est liée à la médecine occidentale. Ouais. Donc pour être tout à fait honnête, c'est à 80% ce qu'on appelle des goïs blancs et des juifs ashkénazes. Voilà, c'est ça voilà, le rapport, il est là, quoi. 80% d'occidentaux et de juifs et quelques asiatiques qui en fait, grâce au tu vois, maintenant, il commence à y avoir des médailles Field asiatiques. Parce que ce sont des très bons copieurs. Alors maintenant qu'ils ont compris, ils bossent plus que nous, en fait, les Asiatiques, Oui. et ils n'ont pas été vérolés par l'idéologie gauchiste qui, en fait, te conduit en une instance à la fainéantise. Parce que comme la médiocrité vaut l'excellence, tu vas toujours choisir la médiocrité. Bon, les Asiatiques, ils sont pas tombés là-dedans. Donc, en fait, ils commencent un peu à nous rattraper parce qu'ils sont assez intelligents, ils sont assez peu créatifs, mais en utilisant nos paradigmes, ils commencent un peu à nous baiser, tu comprends? Donc voilà, c'est ça le rapport. Mais ce que tu dis est très très bien. Et j'ajouterais une autre chose. Parce que technologiquement, nous avons été plus rapides que les autres, notamment au niveau de l'invention des armes. Bon, c'est ce qui évidemment nous a permis de Ouais. coloniser tout ce qu'on a colonisé, tu comprends? Bon, ça ok, évidemment ça crée des morts. Il ne faut pas être non plus malhonnête. Mais moi j'ai envie de poser une question à tous les gens qui te suivent. Quel autre peuple que le peuple blanc a ce réflexe de conservation quand une espèce ou un groupe ethnique est en voie de disparition?
Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était les Indiens d'Amérique qui avaient eu notre technologie, en envahissant notre territoire, est-ce que vous pensez qu'ils nous auraient mis dans des réserves? Est-ce que vous pensez que les arabo-musulmans, lorsqu'ils seront en majorité, nous mettront dans des réserves et nous épargneront? Moi, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'ils nous assassineront jusqu'au dernier. Donc, cette volonté de conservation prouve un humanisme profond chez nous, qui fait partie de notre beauté. Tu vois, qui a eu l'instinct du musée? Tu te rends compte un peu comme c'est beau, conserver quelque chose. Tu vois? Et là, je vais prendre, pour terminer de répondre à cette question, je prends l'exemple des Asiatiques. C'est globalement, notamment les Japonais, les Chinois, c'est des civilisations que je respecte, mais il faut voir à quel point ils ont un irrespect pour leur propre patrimoine, tu vois. Et dans ces moments-là, tu vois, quand il y a eu les JO à Pékin, ils ont détruit des vieux quartiers sans vergogne parce que ça leur apportait du pognon, tu vois. Et ça, ça montre encore une fois par l'absurde notre singularité, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes capables de créer des forces de destruction, la bombe atomique, les armes, tout ce que tu veux, les usines nucléaires, mais nous avons cette envie de conservation de ce qui est beau. Et ça, vraiment, ça nous est particulier. Et c'est ce qui fait de nous, pour moi, les meilleurs. Moi, maintenant, tu sais, depuis que tu m'as vu sur Tepa, j'ai encore évolué. Et je pense que maintenant, je suis au stade 5. J'ai établi une hiérarchie très nette. Non seulement j'ai envie de survivre en tant que blanc méditerranéen ethnique, parce que je suis ce que je suis, et puis parce que je pense que nous sommes les meilleurs. C'est-à-dire que notre disparition, je le dis souvent maintenant, mais le monde ne survivrait pas de notre disparition. Ce serait un cloaque vraiment inimaginable. Mais les Blancs sont occidentaux, donc les Blancs d'Europe de l'Ouest et des États-Unis, sont vraiment prisonniers d'une vie de spectateur, tu comprends? Et je le vois notamment quand je vais au cinéma. Tu vois que l'immense majorité des gens qui vont au cinéma, c'est le petit blanc moyen, tu comprends? Qui se fait fakiriser et qui a plaisir à se laisser bercer par un univers complètement imaginaire, certes bien fait, comme Star Wars. Je ne vais pas te dire que Star Wars c'est mal fait, mais c'est de l'imaginaire, tu comprends? Alors que des peuples qui pour, malgré tout, sur le plan technologique, nous sont inférieurs, sont plus ancrés dans la réalité. Tu vois, aujourd'hui, un arabo-musulman qui vient en France, qui fait cette démarche, qui utilise les allocations familiales intelligemment pour pouvoir créer une famille, une troupe de combattants pour l'avenir, c'est quelqu'un qui est ancré dans le réel. Et quelqu'un qui est ancré dans le réel, tu vois, même s'il est moins intelligent que toi, mais à la fin, il va te baiser, tu comprends? Tu sais, c'est la fameuse phrase de Audiard, le scénariste français, là, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui avance. Tu vois? Et c'est vrai, franchement, je pense qu'on a été. L'intelligence, elle est tellement loin en Occident qu'elle a fini par tourner sur elle-même et ne plus vouloir rien dire. Tu vois? Je le vois notamment à travers le cinéma d'auteur. Tu vois, le cinéma d'auteur prouve par l'absurde que nous sommes capables de faire des films très pointus, très subtils, pour ne parler de rien, en fait. Et ça doit vraiment cesser. Pour les gens, le cinéma, c'est la vérité. Et je le vois, par exemple, avec mes parents. Alors, mes parents, c'est globalement des patriotes moyens, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que l'immigration, ça pue un peu, donc ils mettent le bulletin Front National, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Et il suffit qu'on voit un film de guerre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un film de guerre aujourd'hui, hein? Dans 95% des cas, c'est un film sur l'Allemagne nazie, hein. C'est pas. Non, il y a une petite période où on parlait un peu du Vietnam. Non, c'est passé. Maintenant, c'est pratiquement 100%. La guerre, c'est 45, tu vois. Et bon, alors évidemment, dans ces films, les nazis on t'invente toujours des anecdotes surprenantes. À tel endroit de la Pologne, ils ont attaqué un village, ils brûlaient les gens vivants, ils les pendaient par les pieds, ils les pendaient par les couilles. Enfin, ça va de plus en plus loin, hein. J'ai vu un film l'autre fois qui a été produit en Europe de l'Est qui te disait que les nazis arrivaient dans des villages et ils tuaient les enfants d'une balle dans la tête systématiquement. Donc évidemment, j'ai cherché des sources de ce village, j'en ai pas trouvé. Enfin, tu vois. Bon bref, peu importe, ça c'est un sujet un peu délicat. Mais je vois dans la réaction de mes parents que ils vont voir quelque chose d'horrible, ils vont dire ah, quand même, hein, ces Allemands, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est toujours la même phrase que dit ma mère, par exemple. Et tu dis mais ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils faisaient où, quand? Enfin, là, ce que tu vois, tu as conscience que c'est pas un documentaire. Ouais. Et combien de fois? Ce n'est pas un documentaire que tu es en train de voir, c'est un film, tu comprends? Ah oui, mais quand même, ils n'ont pas pu le dire et c'est pas vrai. Tu vois, tu vois, les gens en sont encore là. Et rappelons-le, les peuples qui ont inventé le concept de parc de conservation de la nature, c'est nous. nous. Parce qu'encore une fois, déjà d'une, je ne suis pas du tout persuadé que
si nous cessions de vivre, si tous les Blancs arrêtaient de respirer et mouraient du jour au lendemain, je ne suis pas certain que la démographie mondiale en prendrait un grand coup, parce que maintenant, les gens savent comment ne pas mourir. Donc, si tu veux, l'Afrique continuerait de produire énormément de gens. Je peux t'assurer que c'est pas des Asiatiques ou des Africains qui, à 15 milliards d'êtres humains sur Terre, vont se demander comment on protège la planète. Ça n'est pas eux qui vont sauver les baleines bleues. Hein. Ça, faut jamais l'oublier. Hein. Et c'est pour ça que moi, je suis. C'est marrant, tu as dit un truc tout à l'heure. Je sais pas si tu me suis sur Facebook. Oui. Ouais. Tu as vu un peu le débat que ça a créé quand je me suis moqué des véganes. Tu vois? Parce que ce que j'aime pas chez les véganes, c'est qu'ils mettent la lutte pour les animaux au-dessus de la survie de leur peuple et de leur race. Et c'est systématique. C'est systématique. Ils le mettent, je veux dire, à 99%, tous les véganes que je connais, même les véganes de droite, ils mettent la nature avant l'homme. Et j'ai envie de dire à ces mecs, est-ce que vous avez déjà vu une association de protection des animaux avec des hommes noirs? T'as déjà vu ça, toi, Vic? C'est-à-dire, en fait, t'as 30 noirs qui se mettent ensemble pour sauver des chiens. Est-ce que t'as déjà vu ça? Jamais. Non. T'as déjà vu, je sais pas, une association asiatique de protection des arbres? Je veux dire, tu vois, c'est tout à fait blanc occidental. Quand tu es écologiste et vegan, le premier truc, c'est que tu es racialiste pro-blanc. Parce que quand les blancs disparaîtront, cette terre va exploser, en fait. Ce sera un tas d'immondices. C'est absolument évident. Tu vois. On vivrait comme des véganes, qu'on finirait par se faire envahir soit par une race autre sur Terre, soit par une race extraterrestre qui arriverait et qui, elle, n'aurait aucun problème à nous exterminer, tu vois, parce qu'elle ne se poserait pas ce genre de problème moral. Parce qu'elle ne serait pas végane. Et évidemment, parce qu'elle ne serait pas végane. Elle ne se dirait pas, tiens, ces êtres humains, ce sont des êtres, ils méritent de vivre malgré tout, tu vois. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que quand les véganes se trompent quand ils te disent, le mec supérieur, c'est le mec qui n'inflige pas de la souffrance. Non, parce que avec cette philosophie-là, à long terme, tu meurs. C'est simple. J'ai cité récemment Frank Herbert, l'auteur de Dune. Il faisait dire à un de ses personnages, celui qui peut détruire une chose contrôle cette chose. Voilà. Quand on renonce à ce pouvoir de destruction-là, on perd toute importance. C'est du pacifisme, au fond, tu vois, au sens idéologique. C'est la religion de la paix. Aujourd'hui, voilà, je vais te dire antipacifiste, on te met dans la case salaud. C'est pas ça, mais le pacifisme n'est pas une position tenable. C'est-à-dire que tu es pacifique autant que tu peux l'être dans un monde hostile, tu comprends? Et dès que quelqu'un te voudra du mal, il faudra que tu sois comme ça. Et si tu commences en fait à chialer parce qu'en fait on tue une vache pour lui manger le foie, c'est mal parti, quoi. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des gens comme ça. C'est pas ça l'avenir du nationalisme et du racialisme blanc. C'est évidemment pas ça. Mais de toute façon, la grandeur de l'Occident s'est faite sur le dos des animaux, littéralement. La force motrice du cheval, du bœuf, les aliments qu'ils nous procurent, le lait, les fromages. Écoute, la plupart des Blancs occidentaux digèrent le lait, ce qui n'est pas le cas des Asiatiques, ce qui n'est pas le cas des Africains. Ça nous a donné un aliment supplémentaire pour passer l'hiver. Tu complètes ce que je dis à la perfection, c'est-à-dire que le véganisme, c'est du gauchisme, parce que finalement, c'est quoi la finalité de tout ça? C'est rétrograder. Un homme qui ne mange pas de viande sera moins puissant, qu'on arrête de me raconter des conneries. Un homme, par exemple, qui va être un guerrier, si à un moment donné, il ne mange pas du tout de viande, et même à un niveau philosophique, si le fait d'infliger de la souffrance à un animal le perturbe, mais comment peut-il être un guerrier? Tu vois, encore une fois, il faut bien expliquer aux gens que ce que je dis, c'est subtil. Je ne dis pas que je suis heureux quand un animal souffre. Je dis que, évidemment que non. En plus, moi, j'adore les animaux de compagnie. Encore autre chose aussi, qui a des animaux de compagnie, quoi. Certains les mangent, nous, on en fait nos meilleurs amis, tu vois, c'est encore autre chose. Mais tu sais, moi, je suis chasseur. Je vais chasser des animaux que je mange. Et puis, j'ai de la difficulté à concevoir qu'un vegan qui n'a jamais pris la vie puisse lui accorder autant de prix. C'est comme un amour intellectuel. Moi, j'ai tué des animaux, je les ai mangés, je les ai pas gaspillés. C'était pas pour le plaisir. Même qu'à chaque fois, ça vient me chercher. Mais je sais que, j'ai un petit côté sensible quand même. Mais bien sûr. Je suis en mesure de mesurer le prix de la vie parce que je l'ai prise. Comment ces gens-là peuvent mesurer le prix de la vie alors que
ils en tiennent loin de tout ce qui peut leur rappeler qu'ils sont cruels. Enfin, mais... D'accord. C'est intéressant parce qu'eux utilisent ce même argument. Ils te disent tu ne mangerais pas de viande si tu savais comment les gens sont tués. Et tu dis, mais le sais-tu toi-même? Le sais-tu toi-même? Et ben voilà. Ouais, de toute façon, quand on a des enfants, on veut qu'ils nous ressemblent. Quand on est quelqu'un de normal. Quand on est quelqu'un de normal, oui. Oui, voilà. évidemment. Non, mais encore quelque chose qui fait du gauchiste un espèce de monstre moderne incompréhensible. Pourquoi vouloir un enfant qui ne nous ressemble pas? Ce n'est pas censé. Mais d'ailleurs, les gauchistes sont démentis par la nature. Parce que j'avais lu quelque part que les nouveau-nés, dans leurs premières semaines et années de vie, ressemblaient beaucoup plus à leur père que par la suite. C'est comme un mécanisme de la nature pour montrer au mec au papa, qui est bien le père. Tout à fait. Et puis les gauchistes, ben, dans le fond, veulent à peu près tout le temps nier la nature. C'est ça. Dans ses mémoires secrets, Nikita Khrouchtchev parlait du mal qui rongeait l'Union soviétique, la peur de la vérité. Oui. Dans les instances, toi tu dois le savoir, mais je le dis pour les gens, dans les instances de l'Union soviétique, les dirigeants mentaient systématiquement quand il était le temps de faire des rapports sur la production industrielle, sur tous les aspects de la vie soviétique. Parce que la définition, c'est que le communisme était supérieur à tout, donc le communisme ne pouvait pas faillir. Donc, il fallait mentir sur les résultats. Oui. Ça, c'est ce qu'on voyait en Union soviétique. Ne trouves-tu pas que nos gouvernements font la même chose? Sous l'époque de Staline, les gens ne disaient pas en public « Ah, Staline, il y en a marre, c'est une oppression, c'est totalitaire », mais ils le pensaient, tu comprends quoi? Donc il y avait quelques illuminés, un peu comme moi et toi, qui à l'époque disaient « Mais quand même, Staline, c'est pas possible, quoi ». Bon, ils finissaient au goulag, ils se faisaient exterminer, mais la majorité des gens, quand même, en sourdine, le pensaient. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, l'appareil médiatique est beaucoup plus puissant qu'il y a 30 ou 40 ans, et donc il y a effectivement des personnes qui n'arrivent pas à ces conclusions logiques, c'est-à-dire que c'est comme je disais la dernière fois, s'ils sortent dans la rue avec une forme de voile devant les yeux, quoi, un voile, on va dire républicain, un voile républicain devant les yeux. Disons-le. Voilà. Et donc en fait, ce voile fait qu'ils sont persuadés que finalement, la philosophie des gens, c'est ça va quand même, tu vois, ça va quand même. Mais la réponse que je vais donner, elle est très simple. C'est un conditionnement, en fait. On a été conditionné à imaginer que toute forme de rébellion et que toute forme de violence était illégitime. Donc ça, c'est la base. Donc les gens se disent, tout est bon pour éviter le conflit. Tu vois. Donc, d'un côté, tu as les médias qui te disent, mais il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de choc des civilisations. L'islam n'est pas un problème. Tu vois. Et d'un autre côté, tu as des illuminés comme nous qui disent ah, faites gaffe les gars, ça craint, on va en prendre plein la gueule. Et d'ailleurs, ça a commencé. Ouais. Que crois-tu que les gens vont choisir? Ils vont choisir l'option qui est la plus rassurante. Il n'y a pas plus de viols sur les campus qu'ailleurs. Aux États-Unis, si une femme va coucher avec un mec et que le lendemain matin, elle regrette parce que bon, son petit copain va découvrir, alors elle accuse le mec de viol. Et... Harcèlement, oui. Et puis toutes les affaires d'harcèlement sexuel au travail, tu sais, c'est à l'appréciation. On donne souvent raison à la personne qui s'est déclarée harcelée. Et aussi, j'ajoute vraiment qu'il y a une culture du corps aux États-Unis. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup d'obèses, mais également beaucoup de gens bien faits. Et donc en fait, il y a une vraie, je vais dire un racisme. Il y a une vraie discrimination pour les gens qui ont un physique ingrat ou banal. Et c'est hallucinant de voir à quel point vraiment le bonheur dans les relations humaines, il est relatif à l'endroit où tu habites. Parce que l'exemple que je prends tout le temps, c'est les pays de l'Est, parce que je les connais bien, parce que ma nana est estienne, elle est roumaine. Tu peux pas t'imaginer à quel point les mecs se fringuent mal là-bas, quoi. C'est-à-dire que les nanas sont habillées comme des princesses parce que c'est des nanas, toutes les nanas du monde aiment bien s'habiller. Les mecs, ils en ont rien à branler, quoi. Ils ont des chemises à fleurs dégueu, des pulls qui ont 30 ans d'âge, et ils se tapent des meufs que tu peux même pas imaginer à quel point elles sont bonnes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des pays où l'apparat a beaucoup moins d'importance. Et c'est évidemment pas le cas des États-Unis, quoi, qui est un pays très superficiel à ce niveau-là, en tout cas. Si tu joignais, disons, un petit hameau survivaliste
un petit hameau de 150 personnes. Tu vas t'établir là avec ta femme, tu as tes 4 enfants. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils apprennent si tu pouvais les scolariser à la maison? À part lire, écrire et compter, qui est quand même la base de tout. Oui. Moi, je dirais vraiment l'amour de leur sang. Je suis vraiment attaché à l'idée que nous avons oublié à quel point l'amour de nos ancêtres est importante, même une construction un peu fantasmée. C'est-à-dire, ce qui est le cas d'ailleurs avec beaucoup d'Africains aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils fantasment un passé qu'ils n'ont jamais eu, et ça leur donne du courage pour se dire mais on n'est quand même pas de la merde, il faut qu'on mérite, voilà, la vie c'est un cadeau, il faut qu'on morde la vie à pleines dents et qu'on fasse quelque chose de notre peau. Et je pense que cette démarche elle est constructive et je crois vraiment que c'est important il y a tout en fait une mythologie à remettre dans la tête de nos enfants blancs, c'est-à-dire l'idée que nous avons conquis le monde et que c'est bien, tu vois. C'est-à-dire que le contraire en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu as un cerveau pour penser et que tu arrives à articuler deux mots, on te dit esclavage pas bien. Alors c'est pas que à contrario l'esclavage c'est bien, mais on peut pas déconnecter le fait qu'il y ait une conquête avec les avancées technologiques qu'on a apportées au monde et le fait que le monde entier s'en sert de ça. Tout ce qu'on a créé, le monde entier en fait usage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la tête de nos enfants. Vraiment. En Occident, tu dois l'avoir remarqué toi-même, il y a une tendance très forte à la féminisation des hommes. Oui. On met dans la société, on insère les valeurs dites féminines, on en fait des points cardinaux et ça devient les nouveaux référents, dont la lutte à la violence, les petits garçons qui se battent dans les cours d'école maintenant. Oh, qu'est-ce qu'ils prennent, hein? Oui, 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 oui. Oh, Incroyable ça. quand j'étais petit, c'était une retenue. Ils nous laissaient faire un petit peu, puis après ça, bon, ils nous séparaient. On allait chacun dans notre coin, on faisait des copies. Je ne me battrai plus à l'école et c'était fini. On avait l'occasion de pouvoir se mesurer. C'est important pour des garçons. Maintenant, là, c'est un crime terrible. Et parfois, ils m'invitent chez eux, et puis soit eux-mêmes, soit j'ai affaire à des invités. C'est-à-dire que je me demande toute la soirée si le mec est gay, finalement, quoi. Et parfois, je m'aperçois que pas du tout, en fait. C'est une espèce d'air un peu métrosexuel, une espèce de sensualité un peu dégueulasse. Mais le mec a du succès. Et je pense que c'est lié au fait que on est dans une époque qui ne privilégie plus la virilité rigide d'autrefois. C'est cette virilité qu'on pouvait voir un peu dans les films de cow-boy. C'est-à-dire que je pense que ce qui pouvait faire mouiller une femme dans les années 50, c'était John Wayne, tu vois, quoi, donc la pure virilité. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus un, un petit métrosexuel tout bidon qui pratique la diplomatie dans le discours, qui ne se fâche pas, tu vois, qui n'a aucun avis sur rien très tranché, parce que tu vois, avoir un avis, c'est catégorique, être catégorique, c'est fasciste, tu comprends? C'est violent. Genre, c'est violent. voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Avoir un avis arrêté sur une chose dont tu es persuadé qu'elle est vraie, c'est une forme de fascisme. Donc tout ça est lié. Et donc moi, c'est vraiment ce que j'appelle la normalité en fait, tu vois. Et tu vois dans tous les domaines. Tu regardes l'Eurovision, moi je m'inflige cette merde assez souvent, pas tous les ans je l'avoue, mais je l'inflige assez souvent pour voir où en sont les différents pays européens. Mais c'est incroyable de voir que ces commentateurs gauchistes français, qui est-ce qu'ils vont critiquer? Ils vont toujours critiquer la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie va toujours proposer quelque chose d'extrêmement normal. Une femme qui a une tête de princesse, qui est jolie et qui chante une jolie chanson, tu vois, sans prétention, sans subversion, tu vois, elle se met pas un radis dans le cul, elle propose pas des trucs débiles, tu vois quoi, elle fait pas du métalangage, elle fait du langage, elle fait du beau. Et ça, en fait, en Europe de l'Ouest, ça marche plus, parce que ce qui marche, c'est la sinuosité, le bizarre, l'incongru. Conchita Wurst. Conchita Wurst, ouais. Même si je dois reconnaître, pour être tout à fait objectif, qu'elle chante bien. Je veux dire, elle a une belle voix, mais elle est immonde. Oui, esthétiquement, c'est assez agressif, quoi. Ça donne des cauchemars. Si c'est ça la nouvelle norme, ça donne des cauchemars. Et c'est ce qu'on essaie de nous passer comme nouvelle norme. Dans le fond, c'est tout est acceptable. Voilà la norme. Oui, c'est ça. Justement, tu as commencé à parler des gauchistes. Oui. Petite anecdote, il y a plusieurs années, je l'étais moi-même un gauchiste. Oui. Très honte à toi, déjà.
Honte à moi. Et je le dis, je fais mon mea culpa tous les jours encore. Et bon, je le réalisais pas à ce moment-là, mais les gauchistes sont extrêmement violents dans Oui. les mots et dans les actions. Les antifas, c'est de purs gauchistes qui n'hésitent pas à taper sur les gens qui sont d'une autre opinion qu'eux. Et il n'y a pas qu'eux non plus. Mais en général, si on regarde le paysage médiatique, c'est la gauche qui domine, dans la gauche des valeurs à tout le moins. Et ils sont d'une violence terrible. Pourquoi ces gauchistes-là sont si violents, alors que les gens de droite, en général, quand ils vont rencontrer quelqu'un d'une opinion contraire, ils vont discuter. Et le dernier point, tu as dit pourquoi ne veulent-ils pas débattre? Mais Vic, c'est évident. Parce que un mec comme moi, je les anéantis en débat. Tu vois quoi? Je vais te donner un exemple. Il y a un mec qui fait beaucoup de succès en France qui fait une émission sur Internet qui s'appelle Bonjour Tristesse. C'est un mec de talent, mais très gauchiste. Il fait un peu, c'est un peu le Conversano de gauche, tu vois. Il fait des podcasts un peu enragés. Où en fait, il incarne un personnage on va dire, de prolo fâché, tu vois quoi, contre l'injustice économique, etc. Eh ben, je vais inviter ce mec dans mon émission, mais tu verras qu'il ne va pas me répondre et il ne va pas venir. Parce que ces gens-là, ils savent que ce qu'ils disent, c'est faux. Tu vois quoi? Sur les Roms, sur l'islam, comme quoi l'islam c'est une religion de paix, etc. Et toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'ils refusent les débats. Pourquoi chez Jacques Chirac, on va dire, tu vas me dire, c'était pas un mec de gauche, mais c'était quelqu'un qui appartenait à la gauche des valeurs, déjà, tu vois, la gauche immigrationniste, Oui, oui. droite libérale, voilà. Pourquoi il a refusé le débat avec Le Pen? Parce que Le Pen, en 2002, l'aurait anéanti. T'imagines un peu? Atomisé. Avec atomisé, littéralement. C'est-à-dire que sur tous les trucs, il aurait dit non, tu vois. Et les gens ne le croient pas. Mais moi, je peux t'assurer qu'en 2017, je mets une petite pièce sur le fait que Marine passera en second tour. Moi, je vois bien un Valls refuser le débat. Encore une fois. Tu vois? Et les gens vont accepter ça au nom, bien sûr, de cette fameuse phrase qui ne veut rien dire, on ne discute pas avec les fachos. Tu vois. Alors, c'est pratique, ça. Tu vois. Donc, en fait, tu désignes qui est facho, après, tu dis, je discute pas avec toi. On va essayer de faire ça avec son banquier, tu sais. On va traiter son banquier de facho. Vous êtes à découvert, vous êtes un fasciste, je ne discute pas avec les fascistes. Rendez-moi mon argent. Ou avec le flic qui nous donne une contravention. Voilà, ouais. Vous êtes un fasciste. Établir une contravention, c'est être catégorique. Ou au Qui huissier peut dire qui que vient j'étais en collecter. tort? Voilà, enfin bon, t'as compris la logique. Ben oui. Nous sommes vraiment les seuls qui ne votent pas pour leurs intérêts. Je peux t'assurer que quand les musulmans seront en majorité, alors là, les musulmans en majorité, c'est imminent. Hein. Pendant que je te parle, c'est en train d'arriver. Quoi. Je veux dire, dans 5 ans, les musulmans sont en majorité. Ils vont tous voter pour les partis qui servent leurs intérêts. Tous, sans exception. Même le connard qui a pas le bac, qui a 23 ans, qui dit du chic, il sait même pas que les élections c'est demain. Sa maman va le lui rappeler, il va aller voter. Et on a encore dans nos rangs des petits salopards qui se permettent de dire non, le FN, ceci, cela, non, c'est un parti qui ne correspond pas. On n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps. C'est vraiment, là, on est à 2 élections du chaos total, de la chasse au blanc, la véritable. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, il faut bien expliquer aux gens que un mec qui va tuer, j'insiste là-dessus, hein, un mec qui se rend chez un policier pour le tuer parce qu'il est flic, qui fait ça en toute impunité avec un couteau, grand comme ça, en s'en réjouissant, sans aucune peur, avec cette espèce d'énergie du gagnant. Mais je veux dire, c'est la chasse aux lapins. Et les lapins, c'est nous, quoi. C'est pas du catastrophisme, hein, c'est la réalité. Et tant que les gens n'auront pas compris ça et qu'ils ne sont pas dans une posture de combat, ils seront en danger. Et leurs enfants seront en danger. C'est-à-dire que des conversations, il y en aura de plus en plus. Je suis peut-être le premier, mais je ne serai certainement pas le dernier, crois-moi bien. Parce que les jeunes générations qui arrivent, on est la génération des gens qui n'ont pas le choix. Tu vois pas. Moi, je voudrais être dans l'individualisme que je ne pourrais pas l'être. Parce que ma survie individuelle dépend de la survie du groupe. Et ça, je l'ai compris. Et les gens qui étaient dans une génération un peu de jouisseurs des années 50-60, même des mecs qui sont devenus identitaires, ils ont gardé quand même cette patience face à la vie et ce côté débonnaire. Genre, il se passera ce qui se passera. Nous, on sait qu'on n'a plus le choix. Tu vois quoi. Bien sûr que, tu vois, l'an dernier, quand j'ai reçu ma première convocation au commissariat par rapport à des propos à haine, etc., ça m'a fait un frisson. C'est pas agréable. C'est pas la vie que je voulais, moi. Mais
je veux dire, 48 heures après, j'en avais plus rien à foutre, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est que être convoqué, que prendre 6 mois de sursis, que prendre une amende contre le fait de mourir sans avoir dit, tu vois quoi, au moins, sans avoir établi le diagnostic. On est dans le capitalisme le moins, qui réfléchit le moins au monde, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée, ah ben, il y a beaucoup d'arabes, ah bon, on va répondre à la demande, on va donner des bouquins en arabe, on va donner du halal. Et si oui, mais enfin, où va-t-on après? Mais il n'y a pas aussi une possibilité que chez ces Arabes-là qui vivent en France, ils décident plutôt de devenir français. En réalisant que plus la France va devenir arabe, plus la France va devenir l'Algérie. Et s'ils sont plus en Algérie, c'est parce qu'ils veulent bénéficier de la France. Non, tu connais cette... je crois que c'est Orson Welles qui a parlé de ce petit proverbe. Tu sais, ou dans le film Drive, il y en a question aussi, ça a été repris dans le film Drive. Tu sais, c'est le proverbe du crapaud et du scorpion. Ah, je ne connais pas. Bon, je me trompe peut-être d'animaux, mais enfin, peu importe, l'esprit est là. C'est que le scorpion, en fait, il demande à une grenouille, est-ce que tu peux me transporter à l'autre bout de la rive parce que moi je peux pas nager. Ah oui, donc la grenouille a dit oui, mais bon, t'as tendance à piquer les gens, quoi. Donc moi j'ai pas super envie de faire ça. Et l'autre il lui dit oui, mais tu comprends, je vais pas te piquer parce que si je te pique, je vais mourir moi aussi, tu comprends, pendant la traversée. Et donc la grenouille le prend et pendant la traversée il la pique. Alors la grenouille lui dit mais pourquoi t'as fait ça? C'est ma nature. Il dit c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. La destruction est vraiment dans leur nature. C'est-à-dire je t'explique la dernière fois, ils ont une relation d'amour-haine vis-à-vis de ce qui n'est pas eux, notamment de la civilisation blanche. Ils voudraient pouvoir jouir de tout ce que nous avons créé en se l'appropriant, mais ils n'y parviennent pas, ça les rend fous, et donc en un instant, ils détruisent tout. Voilà quoi. Je me fonde vraiment. Les Arabes font tout le contraire. J'appelle les Maghrébins. Les Maghrébins font tout le contraire. Est-ce que tu as déjà vu souvent, alors le Front National propose ça a un petit côté absurde, mais moi je pense que ce serait bien de le faire pour montrer à quel point les arabo-musulmans ne sont pas coopératifs dans la logique d'assimilation. Parce que leur argument, c'est de dire on nous a pas intégrés. Oui, mais déjà appelez vos enfants Jean-Michel. Tu vois quoi? Pourquoi vous les appelez Abdelaziz? Comment tu veux qu'on intègre Abdelaziz? On ne peut pas intégrer Abdelaziz. Nous, on n'a pas la culture Abdelaziz, on a la culture Jean-Michel, Gabriel, Daniel, Jacques, tu vois quoi. Déjà, ils n'ont jamais fait ce minimum d'effort, tu vois quoi, qui aurait pu paraître absurde parce que c'est une dissolution de leur identité. Mais l'assimilation, c'est quoi? C'est la dissolution dans l'identité du pays qui t'accueille, tu vois quoi. Et moi, je t'assure que si par exemple nous allons habiter en Roumanie avec ma nana, je vais t'assurer que nos enfants seront roumains. J'y veillerai particulièrement. Parce que ça n'a pas de sens. C'est normal. Ils sont franco-italiens en Roumanie, on s'en bat les couilles. C'est normal. Oui, c'est normal. En Roumanie, doivent vivre des Roumains. Voilà, c'est-à-dire, et ok, ethniquement ils sont pas roumains, mais ils feront tout pour se fondre dans la masse. Peut-être qu'ils se marieront avec des Roumains et des Roumaines, et ils feront pas chier surtout quoi. Tu vois, ils feront pas chier les jours de foot à sortir leur putain de drapeau français. Tu vois quoi. C'est ce que je veux dire. Tu comprends la métaphore? Oui. Non mais je veux dire, c'est incroyable quoi. Où qu'ils aillent. Alors t'as vu un peu cette histoire aussi avec l'euro en France. Ils ont réussi à nous faire croire à Marseille que c'était uniquement les Russes et les Anglais qui avaient posé problème. Tu vois quoi. Ben non. Dans Marseille, une ville qui est quasiment un califat, tu vois quoi. Hein, où à chaque fois l'Algérie joue, il y a limite des morts, tu vois quoi. Bon, enfin bref, hein, tu vois, c'est qui viennent, et notamment la vague de migration qui est en 2015, ces gens viennent de loin et de pays pas très très intelligents, tu vois quoi, où il n'y a pas eu beaucoup de technologie, où il y a une histoire scientifique proche de zéro. Voilà. Mais donc, tu vois, à cela, les gens vont dire oui, mais c'est culturel, c'est une question d'environnement, d'alimentation. Faisons-les venir ici, ils vont devenir des montagnes. Oui. Bon, tu l'as entendu d'ailleurs, celle-là. Bien sûr. Mais en même temps... on va donner un contre-exemple aux gens déjà tout de suite. Aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays multiculturel de fait. Hein. Bon, majorité encore un peu blanche, mais globalement multiculturel. Alors, il faudrait expliquer, que les gens m'expliquent pourquoi les Asiatiques naturalisés américains qui sont arrivés il y a 15 ans sont à la NASA, et en fait, il n'y a pas un seul noir à la NASA. Tu vois, je tiens à préciser ça parce que dans les films américains, ils peuvent jamais s'empêcher de mettre un noir savant.
tu sais. Et c'était le cas dans ce film ridicule, Seul sur Mars avec Matt Damon, un film pourtant d'un moralisateur Ridley Scott. Et donc dans ce film, en fait, je te le donne en mille, le mec qui trouve l'équation impossible, tu vois, pour aller sauver Matt Damon seul sur Mars, c'est un joueur de basket noir de 19 ans. Tu vois, quoi. Mais ça, c'est de la science-fiction au sens strict. Ça n'existe pas. Les gens doivent le savoir. Il n'y en a pas un. Je me suis renseigné là-dessus. À part peut-être les mecs qui font la surveillance à l'entrée, donc tu sais, les videurs, quoi. Dans la NASA même, il n'y a pas d'afro-descendants scientifiques. Cela n'existe pas. Ah, ça, je le savais. Alors qu'il y a des Noirs aux États-Unis depuis un certain temps. Hein. Et l'esclavage, c'était pas avant-hier. Hein. Ça s'est arrêté quand même il y a une bonne centaine d'années, quoi, hein, même un peu plus. 150 ans, ouais. Voilà, je veux dire, ces discours de mensonges, il faut arrêter de les véhiculer. Il faut arrêter de croire que la méthode Coué, ça peut tout changer. Je veux dire, si demain je me fais renverser par une voiture et que je perds ma jambe va pas repousser parce que je le désire. Tu comprends? Et c'est de ce genre d'impossibilité-là qu'on parle. D'accord? Pour l'instant, un Africain du Gabon qui écrit crime et châtiment, ça n'existe pas. Voilà. Donc il faut le dire parce que c'est le cas. Tu vois, quoi. Donc après, tirons les conclusions de ces choses-là. Tu vois. Tout ça est lié. Encore une fois, c'est multifactoriel. Tu vois. Mais moi, je voudrais que les gens reviennent à la question initiale. Genre, pourquoi viennent-ils? Pourquoi viennent-ils? Pourquoi les faisons-nous venir? Pourquoi faisons-nous venir des gens qui n'ont pas de diplôme et donc qui exercent des professions non qualifiées alors que c'est précisément dans ces domaines-là où il y a beaucoup de chômage? Surtout qu'avec les avancées technologiques monstrueuses qui vont arriver dans les années à venir, le chômage va faire que grandir. Ces métiers, on n'en aura plus besoin. Ouais. Tu sais que, je te donne un exemple, les Uber, là, tu sais, les taxis particuliers. Bon, très bien, moi je suis pas contre l'idée. Mais dans 4-5 ans, ça n'existe plus. Parce que les Uber, ce sont des voitures automatiques. Ouais. Ça c'est sûr. C'est pas, là, je suis pas en train de te faire de la science-fiction, c'est réel. Donc, le chômage, avec l'avancée de la technologie, et puis après, peut-être plus tard, le transhumanisme, ça va ne faire que enlever des postes aux gens qui n'ont pas de profession qualifiée. Donc, jamais autant qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de personnes qui n'ont pas de compétences intellectuelles propres. Tu vois, là, on a vraiment besoin, à tout le moins, d'une immigration choisie. Hein. Même si on ne parle pas d'arrêt de l'immigration, on a vraiment besoin d'une immigration très, très choisie. Hein. Parce que des gens pour porter des sacs ou être déménageurs, on n'en a plus besoin. On en a assez. Voilà. Et il y a plein de blancs qui sont au chômage, ils seraient contents de faire ça pour des prix décents. Tu vois. Spontané assez impressionnant. Ouais. Et donc et j'y suis allé, je peux t'assurer que c'est une question d'atmosphère. J'ai senti que là-bas, il y a un désœuvrement, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté, mais les gens sont encore vivants, quoi. Les gens sont encore vivants. Les nanas, tu sais, c'est des ploucs, c'est des petites nanas françaises de province, mais elles sont gentilles et elles attendent que des mecs, tu vois quoi. Et c'est ces nanas qu'il faut aller chercher. Et je le dis parce que je vois au niveau d'analytics YouTube, je vois qu'ils regardent mes vidéos. Et il y a beaucoup de Parisiens, Lyonnais qui regardent mes vidéos. C'est des gens citadins qui regardent mes vidéos. Moi, je leur dis, mais si vous êtes malheureux, mais barrez-vous, quoi. Trouvez un job, trouvez une raison sociale de vivre dans des villes où on ne vit pas à 100 à l'heure, tu vois, quoi. Où les rapports humains sont encore normaux, où un échange est possible avec une femme sans que ça soit de la névrose et d'hystérie, tu vois, quoi. Où les femmes que vous rencontrez sont dans une logique de construction, pas de baise à tout va, parce que ça, c'est aussi... maintenant, tu vois moi, je rencontre des nanas, c'est presque pas de ma génération. C'est la génération Tinder maintenant. Tu sais, des nanas qui te disent, parce que c'est pas du tout féminin ça, hein, et des nanas qui te disent, moi, c'est juste pour un plan d'un soir. Je savais même pas que ça existait, quoi. Normalement, c'est toujours au séducteur, tu sais, de trouver la nana que tu baisses qu'une fois. Là, c'est les nanas maintenant qui te disent, non, moi, ça sera qu'une seule soirée parce que j'ai autre chose à faire le lendemain. Mais je veux dire, c'est démoniaque, quoi. Ouais. Une femme qui en est là, qui en a à ce point rien à foutre de ces, comment on appelle ça, là, de ces ovules, c'est la fin de race, quoi. Tu vois, il faut vraiment quitter cette merde.